Faut-il ou pas redouter une accélération de la baisse du dollar, du billet vert dans les prochains mois? On en parle avec Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Économiste et présidente du cabinet Ref Research. Jusqu'à présent, le billet vert a fait preuve d'une incroyable résilience quand même, Oui, dans cette crise sanitaire. Et j'ai envie de dire à juste titre, parce qu'à chaque fois que les gens ont peur, l'actif refuge, c'est un actif refuge le dollar. Tout à fait. Donc on n'est pas totalement à côté là en parlant d'accélération de la glissade. D'ailleurs, que disent les chiffres d'ailleurs? De combien il s'est déprécié le dollar depuis le début de la crise quand on regarde par rapport à toutes les devises ou l'euro? Alors tout dépend ce qu'on prend comme référence. Le taux de change étroit du dollar qui est un représentant d'un panier de la variation du dollar contre un panier de devises émergentes, l'indice ICE, lui finalement est monté et est redescendu sur ces points bas. Par rapport aux devises émergentes, au global, aux grandes devises, toutes les devises. Toutes les devises, on est sur un taux de change élevé, et notamment en termes réels, c'est-à-dire quand on compare des taux de change, qu'on révise par rapport aux écarts d'inflation, là on est presque sur un plus haut. Et ce n'est pas le plus haut des années 80, du milieu des années 80, mais c'est le plus haut depuis le début des années 2000. Pourquoi parler d'accélération de la baisse du billet vert? Vous me dites qu'il est fort. Alors la question contre l'euro, on voit que déjà le dollar a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Évacuation d'une prime de risque qui existe de manière récurrente sur l'euro, cette fameuse prime de risque existentielle. À chaque fois qu'il y a effectivement des difficultés économiques, creusement des déficits, etc., la Grèce, voilà. Dès que la tension monte, que la BCE n'est pas au rendez-vous, que les Européens ne sont pas suffisamment là pour rassurer, l'euro baisse. Au-delà de ce facteur-là, on n'a que des différentiels positifs de l'euro par rapport, en termes fondamentaux, par rapport au dollar. Prenons l'exemple des situations de balance courante, très fort excédent en Europe, énorme déficit aux États-Unis. Alors c'est pas nouveau, mais normalement c'est pas ça. Ça devrait faire baisser pour moi du taux de change, c'est le différentiel de croissance et le différentiel de taux d'intérêt. Voilà. Ils ont toujours été en faveur des Américains. Alors jusqu'à présent, justement, cette problématique des balances courantes, elle était compensée par l'excès de croissance qui est indéniable et persistant aux États-Unis. On a eu une année et demie en 2017 à peu près où la zone euro a fait mieux que les États-Unis. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis surtout le différentiel de taux d'intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dollar mieux rémunéré, bien évidemment. Que le directeur de la Réserve fédérale américaine, qui était, même s'ils étaient très bas, ils n'étaient pas en territoire négatif, ils étaient très supérieurs à ce qu'avait la zone euro. Et puis les taux futurs, toute la courbe des taux en réalité qui rémunérait beaucoup mieux le dollar. Donc finalement, ça a suffi effectivement à tenir le billet vert jusqu'à ces derniers temps où effectivement on voit qu'il y a un petit coup de faiblesse, notamment à l'égard de l'euro et plus généralement. Alors, plus généralement, c'est difficile parce que les pays émergents, eux, sont plutôt affaiblis, ont plutôt vu leur taux de change s'affaiblir contre le dollar. Mais si on raisonne par rapport aux pays développés, effectivement, on voit bien qu'il y a, ça commence à gripper. Et pourquoi ça grippe? Il y a toujours un déficit courant très important aux États-Unis. Il n'y a plus les écarts de croissance favorables. Il n'y a plus les écarts. Le choc subi par les Américains est à peu près le même que nous. Et comme d'habitude, ils vont rebondir plus que nous. Non, moi je ne sais pas, comme d'habitude. À chaque fois, les Américains rebondissent. L'économie est plus flexible. On n'est pas tout à fait, comme d'habitude, la situation américaine est quand même extrêmement préoccupante. Tout est en train de partir dans le décor, et peut-être le président américain lui-même d'ailleurs, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'inquiétude sur la situation économique présente, sur les perspectives, vous avez vu les prévisions de la Réserve fédérale américaine, c'est très rare que la Banque centrale américaine ne pense pas que l'économie américaine sera capable de surmonter un choc. Or là, ce qu'elle nous a dit la semaine dernière, effectivement, c'est qu'on va repartir graduellement et qu'in fine, d'après leur décompte, 2022, c'est ça, fin 2022, on aura quand même un déficit de 4% par rapport à la situation, aux prévisions initiales. En termes de croissance. Donc, en termes de croissance, de PIB, de niveau de PIB. Et donc, ça montre effectivement qu'il y a des doutes. Et pourquoi il y a des doutes? Parce qu'effectivement, contrairement à l'Europe, où on a quand même bien géré
plutôt bien géré cette crise, notamment en termes de chômage. Aux États-Unis, c'est la flexibilité américaine, sauf que quand vous avez 20 millions de chômeurs, plus de 20 millions de chômeurs, du jour au lendemain, eh bien, toute la question est de savoir combien de temps on va mettre pour récupérer. Les chiffres qu'on a eu sur l'emploi étaient meilleurs qu'attendus sur le chiffre de mai. Heureusement qu'ils étaient meilleurs parce qu'il y a un peu moins de confinement. Donc, ceci dit, attention, 2 millions par rapport à 21 millions de mémoire, et c'est peut-être davantage d'ailleurs de destruction d'emplois, c'est pas grand-chose. Il faudrait parier qu'effectivement, voilà, mais on en met beaucoup sur la tendance ces temps-ci. Donc, vous voyez que ce matin, les données chinoises, cette tendance n'est pas franchement maintenue. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les données chinoises aujourd'hui? Elles sont très molles. Elles réfléchissent d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs. Je pense au secteur minier, qui n'est pas totalement anodin quand on parle de la Chine. Donc, on voit bien que c'est très lent. Il y a reprise, mais elle se fait, comme j'ai titré d'ailleurs, piano, et certainement pas. Ce que nous illustrent ces données-là, c'est qu'on n'est pas en phase de rattrapage, c'est-à-dire de croissance qui permettrait effectivement de gommer, d'effacer les pertes. On n'y est pas. Et au mieux, on aura donc d'ici 1 an et demi, 2 ans, effacé graduellement ces pertes. Ça veut dire que l'économie américaine également est tout à fait dans cette situation-là, un peu plus grave parce qu'on a d'ores et déjà beaucoup plus de chômage. D'ores et déjà, Donald Trump est en train d'annoncer la fin des subventions aux chômeurs fin juillet, puisqu'il considère effectivement que ça désincite les Américains à retourner au travail. On a un gros paquet fiscal, effectivement. Maintenant, quand vous regardez dans le détail, notamment les avances économiques, qui sont plutôt le critère qu'on retient, qu'on essaye de retenir, parce que sinon on compte des dettes, etc., comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. Quand on regarde les annonces, enfin les avances, on se dit il y a davantage. Dans ce davantage, en revanche, il y a énormément de dépenses pour l'hôpital, qui sont des dépenses d'urgence, qui ne sont absolument pas des dépenses qui vont alimenter la reprise demain. Il y avait cette aide aux chômeurs, qui est absolument nécessaire, mais qui va s'arrêter au mois de juillet. Je ne sais pas à quel niveau de chômage on aura toujours au mois de juillet, mais on ne sera certainement pas revenu au niveau d'avant-crise. Donc, beaucoup d'éléments. Ajoutons la guerre commerciale. Et alors, pour revenir au dollar, les anticipations de la Fed qui nous disent eh bien, il n'y aura plus de hausse des taux d'ici fin 2022. Donc, tout ça concorde à un décrochage pour vous, ou repli tout ça, limité nous dit le dollar n'a plus les éléments pour justifier sa robustesse. On est dans un contexte de grande incertitude et face à cela, il y a une Europe qui est en train peut-être de marquer des points. Des petits points qu'on essaye de voir valider dans les prochaines semaines. C'est notamment l'accord sur les propositions de la Commission. Mais si on marque ces points-là en Europe, effectivement, c'est l'euro qui a monté, super. Je pense qu'effectivement... Donc le dollar baissera, mais face à l'euro uniquement. C'est l'euro, ça va être le franc suisse, ça va être des devises, effectivement. Pourquoi? Tout simplement parce que la Chine ne va pas laisser sa devise s'apprécier. Les Chinois sont très présents et font tout aujourd'hui pour plutôt affaiblir le yuan. Ils auront du mal avec un dollar affaibli aussi. C'est l'intérêt de ce sujet également, c'est que on voit bien que si le dollar ne peut pas encaisser une hausse, eh bien, il n'y aura pas de dépréciation massive du yuan. Or, aujourd'hui, il y a un combat, effectivement, guerre commerciale et guerre économique, qui suggérerait que le yuan décroche substantiellement. Ça va être sans doute plus dur pour arriver à ce point-là. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, on vient de plusieurs années de stabilité, où les taux de change ne pouvaient pas bouger. On voyait bien concurrence entre les banques centrales. Dès qu'il y avait une devise un peu menacée, hop, la banque centrale intervenait, enfin menacée de hausse, etc. Et on avait l'impression que tout était figé. Il me semble qu'aujourd'hui, avec cette fragilité de l'économie américaine, ces incertitudes, la disparition des facteurs de soutien du dollar, on peut avoir donc c'est ça, les conditions sont réunies pour que le dollar baisse, repli limité ou pas, décroche. La hausse. Sauf que pour que ça se produise, il faut qu'il y ait des candidats, d'autres monnaies qui montent. Exactement, ça veut dire des banques centrales qui soient complètement libres également. Est-ce que la BCE a vraiment la force de frappe d'agir pour empêcher une appréciation de l'euro si du côté politique, on va plutôt vers quelque chose qui rassure les investisseurs et qu'on peut accueillir favorablement? J'en suis pas sûre. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que le contexte des marchés d'échange redevient un casse-tête et potentiellement peut être effectivement porteur de surprises. Voilà. C'est le point de vue et la conviction de Véronique Riche-Flores, donc économiste et qui est présidente du cabinet RF Research. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci David. Bye.